Bonjour et bienvenue à vous tous pour cette nouvelle vidéo de à voter. Pas de surprise, même si ça a été quand même relativement plus chaotique que prévu. L'Assemblée nationale a donc voté le fameux projet de loi qui doit normalement transformer le pass vaccinal en pass sanitaire en pass vaccinal. La semaine prochaine, donc après le week-end, c'est au tour du Sénat de se prononcer. Est-ce que le Sénat va nous la faire comme la dernière fois, c'est-à-dire retirer un texte ou abroger un texte qui sera finalement remis en commission paritaire lors de la deuxième lecture à l'Assemblée nationale, pour au final revoir ce texte de loi dans son intégralité, ou plus ou moins dans ses fondamentaux, finalement être adopté par la représentation nationale. Avec 1 million, combien 1 million, 1 million 200, 1 million 700, je ne sais plus, de pétitions, avec des manifestations, avec des échos, avec des sondages, qui sont ce qu'ils sont. Et évidemment, on rajoute sur la table le propos d'Emmanuel Macron sur les non-vaccinés qu'il a envie d'emmerder. Là où je pense qu'il y a un risque qui est pris, c'est pas forcément un risque sémantique, c'est le fait que ces 10% de la population qui ne sont pas vaccinés toujours aujourd'hui, eh bien, il y en a une partie qui est extrêmement remontée contre le président de la République, contre ses représentants. On se souvient qu'au cœur de l'été, on a eu des manifestations qui ont rassemblé jusqu'à 200 000 personnes contre la mise en place du pass sanitaire. Vous avez commenté sur ce plateau ces derniers jours la multiplication des attaques verbales ou physiques contre des élus, contre des députés de la République En Marche. Et dans ce climat-là, utiliser ces mots peut avoir comme conséquence le fait de radicaliser ou de chauffer encore un peu plus à blanc une minorité de ces non-vaccinés qui sont aujourd'hui dans un état un peu de bunkérisation psychologique, qui ont le sentiment d'avoir toute la société contre eux et qui, eh bien, pour certains d'entre eux, sont déjà quasiment prêts à user de la violence. On l'a vu dans certaines manifestations. On a tout le tableau qui en rajoute en argument, en preuve de ce que je vous dis depuis maintenant longtemps, que la République est morte. J'ai pu voir les deux séances de l'Assemblée nationale. Et force est de constater que le Premier ministre est venu comme un cabot faire la leçon aux élus, et est venu une deuxième fois, non sans mal, puisqu'il avait été demandé déjà la veille, pour expliquer les propos du président de la République qu'il n'a pas expliqué, et au contraire qu'il a validé. En gros, ce que l'on a entendu et ce que l'on a vu à l'Assemblée nationale, parce que, évidemment, force est de constater quand même que, je vais dire 98% des Français ne regardent pas l'Assemblée nationale et ne suivent pas les débats, et se contentent simplement de répéter ce qu'ils ont dit par des députés, ou des journalistes, ou des supports, etc. Moi, sur ce genre d'événement quand même important, je préfère me faire ma propre opinion dans la possibilité que j'ai de pouvoir assister au live par le biais du site du Sénat, je ne sais plus la chaîne parlementaire, pardon. On a au moins cette chance d'avoir une retransmission en direct des débats et donc de juger sur pièce. Et en effet, force est de constater que, en effet, un grand nombre de présidents de groupe de l'opposition ont soulevé des problèmes éthiques, des problèmes fondamentaux, ont contré du mieux qu'ils le pouvaient par des amendements. Je crois qu'il y a eu à peu près plus de 150 amendements, je crois, en tout. Chacun a défendu finalement sa paroisse. Et certains ont même quand même dit des évidences. Des évidences qui ne sont pas de la stupidité ou de l'idiotie, qui sont des évidences de terrain, qui sont des évidences qui mettent en exergue l'absurdité du gouvernement à vouloir absolument continuer dans cette lignée. Force est de constater que si en effet le gouvernement se repose toujours sur
la pandémie, sur les contaminations, pour justifier ces décisions. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la pandémie n'est pas le prétexte. Le prétexte, c'est la mise en place, comme c'était prévu depuis très longtemps, d'un support digital d'identification et par de fait de contrôle. Le pass vaccinal n'est qu'une première étape sur la mise en place d'une identité digitale, comme je l'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo. Mais aussi, et là-dessus, je suis désolé de vous le dire, Macron a gagné. Macron, il a gagné pourquoi? Parce que non seulement il a réussi à imposer l'inacceptable, mais en plus de ça, il a réussi à démontrer que finalement, eh bien, les Français gueulent, mais dans leur coin. Oui, il y a 200, 300, 500 000 personnes qui manifestent dans les rues le samedi. Oui, sur Internet, il y a une multitude de sites qui essaient de regrouper des communautés, qui essaient de regrouper des associations, qui essaient de regrouper des gens contre ce gouvernement, contre ce président, mais force est de constater que nous sommes à poil, que nous n'avons plus aucun outil légal, que les rares outils légaux qui existent sont entre les mains de gens qui de toute façon n'en donneront jamais suite et les contrecarreront et les jetteront à la poubelle. Force est de constater que Macron nous fait la démonstration qu'aujourd'hui vous pouvez même élire Mickey Mouse à la présidence, vous ne pourrez plus rien faire pour le dégager à terme. Force est de constater qu'encore une fois, et je le dis, la République est morte. Elle est morte de chez morte. Ce n'est plus qu'une démocratie d'apparat, une démocratie d'apparence, une démocratie de décorum, soutenue par des politiciens, des intellectuels, des philosophes. Mais la République est décédée. Si elle existait réellement, alors le débat démocratique fonctionnerait, alors il y aurait des politiciens, des élus qui défendraient les fondamentaux. Il y en a qui le font, mais ils sont minoritaires, donc de toute façon, ils brassent du vent. C'est la fameuse expression du « cause toujours, tu m'intéresses ». Et donc, ben voilà, pas de surprise, donc cette loi a été votée par l'Assemblée nationale. Même les amendements que le gouvernement aurait pu très bien saisir pour assouplir, eh bien, ont refusé tous les amendements, comme par exemple extraire les 5-12 ans du pass vaccinal, eh bien, ça a été refusé. Légiférer sur les tests, les systèmes de tests, les systèmes pour les écoles, comment ça s'appelle déjà, les purificateurs d'air ou les tests de purification d'air, etc., refusés. Donc, des propos d'ailleurs de Aurore Berger elle-même. Vous savez très bien qu'une interview, elle est programmée à l'avance. Elle était programmée, je pense, pour sortir en effet demain. Et normalement, nous aurions déjà dû avoir pu réaliser le vote sur le pass sanitaire ici à l'Assemblée nationale. Donc, il n'y avait pas normalement d'émission du président de la République ou d'interview au cœur du débat parlementaire. L'interview de Macron avait été calée de telle manière à ce qu'il arrive après que la loi ait été votée. C'est-à-dire que chez les En Marche, ils étaient convaincus que la loi serait votée immédiatement, dès le premier jour. Or, malheureusement, il y a eu de la résistance. Cette résistance, malheureusement, d'une minorité, cette résistance a quand même pu mettre en évidence que chez les En Marche, ça commençait un petit peu à remuer dans les brancards, parce que je rappelle que Castaner a été grondé, tous les députés qui n'étaient pas présents dès le premier jour des débats, pour faire appui. Chez les Républicains, alors là pareil, gros problème. Chez les Républicains, ils sont le cul assis entre deux chaises. Eux qui étaient les parias vendus
à la partition des En Marche à l'Assemblée nationale, aujourd'hui sont en face d'un dilemme. Suivre le gouvernement, suivre les En Marche, mais dans ce cas-là, ça mettrait en porte-à-faux la candidate à la présidentielle. C'est-à-dire que finalement, elle n'aurait aucune légitimité d'être candidate, puisque les Républicains se mettent du côté des En Marche. Donc on fait preuve d'un petit peu de résistance, mais cette résistance très malvenue, très colérique. Monsieur le Premier ministre Castex, de voir une portion de l'Assemblée nationale, qui normalement avait des alliances avec les En Marche, s'y opposer. Déni de démocratie. Déni de libre arbitre, déni du débat démocratique. Tout est dit. Donc maintenant, en effet, la présidentielle, on va attendre. On va attendre la présidentielle. Qu'est-ce que vous croyez qu'il va se passer à la présidentielle? Un miracle? Non. Aujourd'hui, vous vous engagez dans une voie où, de toute façon, à court, moyen ou long terme, vous serez obligé de faire un choix. Le choix d'acquiescer, d'accepter, d'être complaisant, d'être consensuel, tant que vos petites libertés individuelles restent acquises, tant que vous pouvez continuer à consommer, à travailler, à gagner de l'argent, payer vos factures, payer vos crédits, payer votre endettement, avoir quelques loisirs, quelques plaisirs, quels qu'ils soient. Tant que cela vous sera préservé, vous accepterez d'être soumis à des règles qui mettront en tutelle vos libertés individuelles, au sens large du terme. Parce que si demain il n'y a passe vaccinal, ça veut dire que ce passe vaccinal déterminera si vous avez le droit d'aller ou de ne pas aller dans tel ou tel endroit. Tout ça parce que vous avez été quand même des gentils petits moutons, des gentils petits individus. En totalité, certains ont fait un libre choix qui est personnel, pour des raisons professionnelles, des raisons morales, des raisons de conviction. Mais finalement, indirectement, vous êtes plus ou moins les complices. Je dis bien indirectement, hein. C'est-à-dire que c'est pas de votre chef. Vous faites les choses de telle manière à ce que ça se passe le mieux pour vous. Et d'ailleurs, qui vous en blâme? Qui vous blâme d'essayer de sauvegarder vos individualismes, vos libertés? Sauf que derrière, il faut quand même donner un signe, il faut quand même donner le change, de dire, ok, moi j'ai mes décisions, j'ai mes choix, je les assume. Mais ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec ces processus, que je suis d'accord avec ce qui est en train de se passer. Et qu'à la limite, peut-être que si des mouvements crédibles, des mouvements utiles, des mouvements efficaces émergent, alors peut-être que dans ce cas-là, oui, je serai peut-être dans cet engagement. Dans cet engagement de dire, écoutez, moi j'ai été conciliant, j'ai été compréhensif, j'ai fait mes 2 doses, comme un citoyen qui accepte plus ou moins l'idée, je dis bien plus ou moins l'idée. Mais à partir du moment où on a fait de moi quelqu'un qui devait être en absolue opposition envers celui qui ne se fait pas vacciner, là non. Respect de mon choix, mais je respecte le choix de l'autre. Après, évidemment, on va focaliser sur les idiots utiles, on va focaliser sur les fragiles du haut, ceux qui vont considérer que même le gamin qui n'est pas vacciné va être une menace pour la famille parce qu'il peut contaminer la famille. Donc, discrimination. Lui ne vient pas, lui il est dans le coin, on le met dans une pièce à part, etc. Ces fragiles du haut qui n'ont pas compris que de toute façon, le virus, tôt ou tard, vous allez le choper. Parce que comme toute l'épidémie, il y a un moment donné où si vous voulez construire une immunité, vous êtes obligé de l'avoir. Vous allez être obligé de le choper. Même si, malheureusement, le vaccin ARN n'est pas un vaccin traditionnel, c'est-à-dire que le vaccin ARN va vous protéger d'une forme grave, mais vous ne vous protégera pas du virus. C'est-à-dire vous serez contaminé. Mais ceci dit, j'ai envie de dire, la grippe, c'est pareil. On vous vaccine contre la grippe. Mais c'est-à-dire que la grippe, vous allez la choper, mais sauf que votre immunité va faire le travail. Mais entre le moment où vous allez choper le virus et le moment où le virus va disparaître parce que votre immunité, votre petite défense va faire le boulot,
vous serez contaminant. Vous allez contaminer quelqu'un d'autre, qui lui-même va contaminer quelqu'un d'autre, qui lui-même va contaminer quelqu'un d'autre, qui lui-même va contaminer quelqu'un d'autre, et malheureusement, qui lui-même va contaminer quelqu'un qui a peut-être des défenses immunitaires beaucoup plus fragiles, ou qui a des maladies sous-jacentes, qui risquent, en effet, avec ce virus de la grippe, ça va mal se passer pour lui. Ça va mal se passer s'il n'intervient pas ou s'il n'interagit pas au moment où il commence à sentir les premiers symptômes. Et qui va attendre, parce qu'il va dire « Oh, ça va, c'est une petite grippe, je vais me soigner moi-même ». Non, ne te soigne pas toi-même parce que tu as une comorbidité où ça peut devenir grave. Eh bien, le Covid, c'est pareil. Sauf qu'en effet, il est peut-être plus dangereux pour les plus faibles. Mais force est de constater que de toute façon, tôt ou tard, vous finirez par le choper. Peut-être d'ailleurs, vous l'avez chopé, sans le savoir. Sans le savoir par quoi? Parce que vous étiez asymptomatique, avec un vaccin ou sans vaccin. Seulement voilà, c'est que là, nous sommes dans une situation où vous avez un gouvernement qui fonctionne sous un principe et des fondamentaux et des piliers technocratiques qui se sont installés au fil des décennies. Et la technocratie ne prend pas en compte le cas individuel. La technocratie, elle globalise. Donc dans une politique de globalisation, on ne va pas faire des pieds et des mains, on ne va pas faire de différenciation entre les uns et les autres, on va prendre une décision globale de considérer tous les individus comme pouvant faire une forme grave, donc tout le monde doit être vacciné. Rien à foutre de savoir si les gens sont allergiques au vaccin, rien à foutre de savoir si les gens n'ont pas besoin de ce vaccin. Rien à foutre de savoir que des gens qui ont déjà chopé le Covid et donc qui ont déjà leurs immunités, qui ont déjà suffisamment comment on appelle ça, pas d'anticoagulants, bon, enfin bref, voilà, j'ai le mot qui est là, mais je n'arrive pas à le trouver, et qui ont une défense suffisamment efficace, qui n'ont pas besoin du vaccin. Parce que les variants, allez savoir. Quelqu'un qui a chopé le virus de sa souche, peut-être que son immunité va être assez efficace pour le Delta, sera assez efficace pour le Micron, et sera efficace pour les autres. Mais ça ne rentre pas dans les cases de la globalisation, de la généralisation. C'est-à-dire qu'en France, on est en train, où on a vu, en quelques années, se voir détruire sous nos yeux la vraie médecine. La vraie médecine, celle du docteur Raoul, celle du docteur Perron, celle d'autres médecins, d'autres chercheurs, d'autres sommités, qui au fil du temps ont vu l'émergence, la domination de la technocratie, qui ne prend plus en compte l'individu, mais qui va gérer à l'échelle globale. C'est-à-dire que l'idée du diagnostic, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps, on n'a plus l'argent, on n'a plus les moyens, on n'a plus les hommes et les femmes. Donc, vous avez les symptômes, hop, traitement. Quels symptômes vous avez? On coche des cases. Sur le nombre de cases, ça donne un résultat, le résultat doit donner un tel traitement, tel médicament, telle prescription. Rien à foutre de savoir si vous allez peut-être oublier un détail. Rien à foutre de savoir si peut-être vous ignorez que vous avez une allergie ou une intolérance. Vous prendrez ce traitement. Et puis, si le traitement est dangereux pour vous, tant pis, vous rentrerez dans les statistiques des personnes à risque, suivant les études qui continuent. Beaucoup de médicaments et beaucoup de traitements aujourd'hui ne sont pas définitifs. Ils continuent à évoluer selon des rapports, suivant des publications qui sont faites par des médecins pour affiner les recherches, pour affiner les conséquences, pour affiner les pathologies sur lesquelles on considérait qu'un traitement pouvait être efficace, mais en réalité, il ne l'est pas tant que l'individu peut avoir des spécificités. Alors, des spécificités parfois rares, mais des spécificités quand même. D'ailleurs, preuve en est. Lorsque vous êtes atteint d'une maladie grave, et que des médecins informés qui suivent un peu l'évolution de leur secteur propre, vont à un moment donné vous proposer d'expérimenter un traitement.
C'est-à-dire que c'est un traitement qui n'est pas homologué, mais vous allez, de par votre choix, soit accepter ou refuser de contribuer à l'évolution de la science en servant, oui, excusez-moi du terme, mais en général, les médecins qui le font le précisent bien et le disent bien, d'être un cobaye. Un cobaye, certes, mais peut-être avec un bénéfice, un risque, ou un risque et un bénéfice. Mais en règle générale, les médecins responsables donnent tous les éléments, toutes les informations au patient pour que le patient puisse à un moment donné faire ce choix. Consulter d'autres éminences, d'autres ressources pour jauger, pour juger du bien fondé de la chose. Ça, c'était des droits. Or, ce que le gouvernement français est en train de faire, c'est d'oblitérer ce droit. Vous n'avez plus le droit de choisir. Vous n'avez plus le droit d'être informé. Vous devez accepter la décision suprême d'autorités qui font état de considérer que ce qu'ils décident, c'est le bien, c'est la seule et unique vérité à accepter. Même si des gens vont mourir à cause du vaccin, même si des gens vont croire qu'ils vont être protégés alors qu'en réalité ils ne vont pas l'être, même si des gens qui vont être dissuadés d'être protégés en se faisant 5, 6, 7, 10, 25, 125 doses, et puis paf, un jour ou l'autre, ils chopent le Covid, grave, finissent aux urgences. Et là, incompréhension. Incompréhension, pourquoi? Parce que j'ai suivi ce que le gouvernement nous a dit, j'ai suivi les règles. Oui, sauf que les règles, elles sont faites en général sur une généralité et pas sur une spécificité. Si dans le code de la route, on impose de s'arrêter au feu rouge, c'est parce que dans l'histoire de la circulation des transports, il est arrivé un moment où on s'est rendu compte que si des gens comprenaient la règle de la priorité à droite, d'autres, à un moment donné, se sont pris la liberté d'en avoir rien à foutre. Donc au bout d'un moment, on est obligé de légiférer, de dire, puisque une petite portion, une petite minorité d'individus n'ont rien à foutre de la règle principale du respect de la priorité à droite, eh bien on va mettre quelque chose qui va arrêter tout le monde et on va légiférer, on va réguler comment va fonctionner la circulation à un carrefour. Sauf que force est de constater que même encore aujourd'hui, les feux rouges, il y en a qui n'en ont rien à foutre, tout comme les stops. Regardez, nous n'en avons pas déjà parlé sur les fameux vélos, trottinettes. En effet, géniale idée, super, c'est sympa de se balader à vélo ou en trottinette dans une ville. Sauf que le problème, c'est que vous avez d'un côté les indisciplinés de l'automobile qui ne font pas attention, qui provoquent des accidents. Donc les accidents, à un moment donné, obligent les pouvoirs publics à légiférer. Ils légifèrent en imposant ou en mettant des règles. Et ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce que même de l'autre côté, ceux qui sont à vélo, en trottinette, ne respectent pas le code de la route, font n'importe quoi, ne s'arrêtent pas à un feu rouge et puis paf, ils se rendent compte que une voiture, l'automobiliste, lui, il est protégé par sa voiture, le vélo ou la trottinette, lui, s'il passe au-dessus du capot, il finit aux urgences, voire avec des séquelles à vie. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On légifère encore. Qu'est-ce qu'on va faire? On crée des voies spécialement pour les vélos, on crée des voies spécialement pour les trottinettes, spécialement pour les piétons. Sauf que le problème, c'est que si dans les villes modernes qui ont été reconstruites après-guerre, où on a construit des larges avenues, ce n'est pas le cas dans un certain nombre de vieilles villes qui sont des centres historiques, etc. Donc, il y a un moment donné où la cohabitation, génère colère, incompréhension, violence. C'est-à-dire qu'on arrive à un moment donné où on est obligé de légiférer parce que la collectivité n'arrive pas à s'autogérer elle-même. Parce que une minorité d'individus ne veulent plus respecter les règles fondamentales, les règles fondées, les règles établies, voire les règles éthiques et morales. La bonne éducation. Pourquoi aujourd'hui en France des parents n'éduquent pas leurs enfants? Liberté. Liberté absolue. Je fais ce que je veux. Non, tu ne fais pas ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux à partir du moment où ça ne porte pas de nuisance, où ça ne porte pas
un problème supplémentaire sur la façon dont la société doit fonctionner. La vie en collectivité impose des règles morales, éthiques, comportementales. Sinon, c'est l'anarchie. Et dans l'anarchie, en général, ça finit toujours très mal. Donc, si d'un côté, on peut comprendre la façon dont fonctionne un gouvernement, le fonctionnement fondamental de comment gérer une société, c'est qu'à un moment donné, oui, on est obligé de légiférer sur une base généraliste. Mais on va toujours réfléchir sur la façon de mettre des moyens pour, justement, à un moment donné, ce principe généraliste ne vienne pas déborder, ne vienne pas entraver, ne vienne pas marcher sur les plates-bandes de droits fondamentaux. Alors certains vont encore faire la comparaison en disant « Oui, mais pourquoi est-ce qu'on interdit de s'engager dans un carrefour à un feu rouge alors qu'il n'y a personne ?» Et ça, c'est le particularisme. C'est un moment donné où on a décidé de dire un feu rouge, on s'arrête. Peu importe s'il y a du monde ou s'il n'y a personne dans le carrefour. On s'arrête. Point. Oui, mais dans ce cas-là, c'est une atteinte à ma liberté de juger, de jauger la situation ou d'estimer qu'il n'y a pas de risque, donc je peux brûler le feu rouge. Oui, mais alors dans ce cas-là, si vous, en effet, peut-être censé en disant « Bah oui, mais il n'y a aucun risque, le seul risque que je prends, c'est de me faire choper par un flic parce que j'ai brûlé le feu rouge. » Oui, mais il y a un moment donné où il faut faire la part des choses. Il y a un moment donné où il faut trancher. Or, trancher, quand on met un feu rouge à un carrefour, c'est pour tout le monde pareil. Il n'y a pas d'exception. À l'exception, évidemment, de certains vélos ou certaines trottinettes qui considèrent que le feu rouge n'est pas pour eux. À leurs risques et périls, c'est con parce que le jour où ils se retrouveront dans un fauteuil roulant, parce qu'ils auront pris la liberté de dire que moi je suis trottinette ou vélo, donc le feu rouge, il n'est pas pour moi, donc moi, jusqu'au jour où. Là, c'est la prise de responsabilité. Prise de responsabilité, mais en effet, dans une société telle que la société française, lorsque ceux qui ne font pas preuve d'intelligence, ceux qui ne font pas preuve de cohérence, ceux qui ne font pas preuve de respect envers les règles, qui paye? C'est la société. C'est la société qui va leur payer les soins à vie. C'est la société qui va leur payer leur matériel, de quoi pouvoir subvenir à leurs besoins, parce qu'un jour, ils ont décidé que leur liberté, c'était de ne pas respecter un feu rouge. Alors, c'est sur cette idée, en effet, que le gouvernement, aujourd'hui, se repose en disant « les non-vaccinés sont irresponsables ». Sauf que ce n'est pas prouvé. C'est d'autant moins prouvé que si le gouvernement aujourd'hui utilise justement les arguments de sensiblerie pour mettre le doigt, pour mettre la culpabilité sur les non-vaccinés, c'est bien que derrière, ils savent que leurs arguments, leurs preuves, ce qui étaye leurs décisions, ne tiennent pas debout. Pourquoi? Tout simplement parce que si on fait une étude, qu'on a 100% des conducteurs qui respectent un feu rouge, alors dans ce cas-là, en effet, le feu rouge, il a son utilité. Mais en revanche, la réglementation qui impose de contrôler, de surveiller, n'a plus lieu d'être, puisqu'on a la garantie que 100% des gens respectent le feu rouge. Éducation. Donc par l'éducation, on peut réussir à convaincre, on peut réussir à faire réfléchir ou à dissuader les gens. Sauf que la société française, elle a évolué pas forcément dans le bon sens, au vu de certains individus, au vu de certaines convictions, au vu de certaines libertés que l'on a laissé penser croire qu'elles étaient immuables, qu'elles étaient absolues. Et du coup, on a un gouvernement qui jongle aussi là-dessus. Sauf que rien, aujourd'hui, ne prouve que les non-vaccinés sont dangereux. Les non-vaccinés sont dangereux tout autant que les vaccinés sont dangereux. Pourquoi? Parce qu'ils se contaminent les uns les autres.
La responsabilité de l'État, c'est de dire quoi? C'est de dire que nous ne pouvons pas laisser les non-vaccinés, parce que s'ils tombent malades, ils risquent de faire une forme grave, ils risquent de mourir. Donc c'est notre responsabilité. Donc on doit faire en sorte de les obliger à se protéger. Oui, sauf que la méthode, c'est comme la grippe. Dans ce cas-là, on applique tout. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont sensibles de pouvoir mourir à cause de leurs bêtises, entre guillemets, puisque c'est un petit peu ce qu'ils estiment, si c'est la contamination qui pose problème, et bien dans ce cas-là, moi j'ai envie de poser la question, mettons dans des camps de concentration les séropositifs, parce qu'ils sont dangereux, parce qu'ils peuvent contaminer, et parce qu'il n'y a pas de traitement pour soigner le sida. Les hémophiles, les hépatites, les grippos, eux aussi ils sont dangereux. Ils sont dangereux parce que, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, ils peuvent contaminer une personne qui a une maladie ou une comorbidité, où ce virus de la grippe peut leur poser de graves problèmes, voire devenir létal. Donc vous voyez, c'est toute la complexité même de la société. C'est-à-dire qu'on veut forger une société sur laquelle on veut respecter les libertés fondamentales, partant du principe que, en effet, en théorie, ça fonctionne, en pratique, c'est plus compliqué, parce que dans une société libérale, dans une société où on respecte les libertés, les droits de l'homme et tout le tralala, eh bien on laisse aussi des individus se développer, et se développer pas dans le bon sens. D'où l'intérêt, à un moment donné, de faire de la régulation, de mettre en place, d'instaurer des systèmes pour faire les gros yeux à ceux qui ne respectent pas les règles, et punir le cas échéant. Sauf que prévenir, punir, sont basés sur des principes de valeurs fondamentales, sur des principes prouvés, sur des principes établis et irréfutables. Comme je vous l'ai expliqué, sur le coup des carrefours avec les feux rouges. Il est irréfutable que de ne pas mettre de feu rouge dans un carrefour est dangereux, parce que nous savons qu'il y a des individus qui ne respecteraient pas la règle de la priorité à droite pour organiser, plus ou moins, le carrefour. D'ailleurs, en France, c'est pour cette raison qu'on a vu une explosion, une invasion à un moment donné de ronds-points. Sauf que même les ronds-points, aujourd'hui, il y en a certains qui ne savent pas comment ça fonctionne. C'est quand même problématique. Sauf que, pour ce qui concerne une pandémie étant déjà bien grand mot, puisque je rappelle, en 2 ans, la pandémie n'a tué que 0,05% de la population mondiale. Que nous sommes sur des proportions dans chaque pays qui restent acceptables au vu de la situation. Acceptables dans le sens où, oui, il y a des morts. Oui, il y a des gens qui sont dans les hôpitaux. Oui, il y a des gens qui sont en réa. Mais si on remet en proportion par rapport à d'autres virus, par rapport à d'autres épidémies, si on exclut le concept du fait que, en effet, le Covid, on n'a pas officiellement, je dis bien officiellement, de traitement, même s'il en existe, mais évidemment, là derrière vient arriver le problème du lobbying de Big Pharma. Ben, on reste dans des chiffres où à la limite, ça serait pas plus mal de faire comme dans certains pays, comme la Suède, ou même les États-Unis. Aujourd'hui, les États-Unis ont décidé, allez, on va faire notre responsabilité d'inciter, de sensibiliser les gens à se vacciner, à prendre les vaccins, à prendre les boosters, etc. Mais on ne peut pas légiférer parce que derrière, il y a quand même des problèmes d'intérêt. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On laisse couler. On fait notre boulot de sensibilisation, mais en revanche, après, c'est à chacun de juger les choses. Alors, en effet, le problème, c'est que vous allez avoir des gens contaminés qui vont contaminer d'autres, qui vont être sensibles, qui vont avoir des pathologies particulières, des comorbidités, et qui vont peut-être mourir. Ils vont peut-être mourir à cause de la personne qui l'a contaminé. Mais c'est le principe d'une épidémie. Donc, ceux qui sont fragiles
Alors, je suis désolé de dire ça, mais ceux qui sont fragiles doivent être conscients que leur fragilité, il va falloir qu'ils se protègent eux-mêmes. Or, la politique qui a été mise en place, c'est de dire, on vaccine tout le monde, comme ça, nous, on n'est pas responsable, on a fait le nécessaire. Après, que le vaccin, il fonctionne ou pas, que le vaccin ou le non-vacciné soit responsable de la mort de Pierre, Paul, Jacques parce qu'il a contaminé la personne. De toute façon, la personne, dans une épidémie, elle serait contaminée tôt ou tard. Aujourd'hui, demain ou après-demain. Tant qu'un virus n'est pas éradiqué, tant qu'on n'a pas un traitement efficace, je dis bien efficace, parce que là, je suis désolé, le vaccin, il n'est pas efficace, il ne protège pas contre le virus, il protège contre la forme grave, mais il n'empêche pas la contamination. Contrairement au vaccin de la grippe, où quand vous êtes vacciné contre la grippe, pour vous aider vos immunités, ou même si vous ne vous faites pas vacciner mais que vous avez de bonnes immunités, vous chopez la grippe, vous êtes asymptomatique, votre grippe en 2-3 jours, vous n'êtes plus contaminant. Bon, en revanche, les gens que vous avez croisés pendant 2-3 jours, bah oui, en effet, mais c'est la nature. Or, et c'est là que je vais en venir, nous sommes aujourd'hui en face du dilemme de sociétés régies par de la technocratie qui veut se protéger le cul contre la nature. Parce que la nature est ce qu'elle est. Et c'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, les responsables, ceux qui sont à la tête, ceux qui ont le pouvoir de prendre des décisions, eh bien, ne prennent pas les bonnes décisions, ne font pas les bonnes politiques, parce qu'ils veulent se protéger le cul par principe et par la technocratie, par la bureaucratie, mettent en place des régimes qui vont les protéger, eux, de la nature de l'homme, de la nature des virus, de la nature des bactéries, pour éviter que les victimes se retournent contre ceux qui sont censés gérer la société. Tout simplement. Donc c'est pour ça quand je dis que là nous ne sommes plus dans une affaire de Covid, de virus, de maladie, nous sommes dans un problème technocratique. Nous sommes dans un problème administratif, nous sommes dans un problème juridique. Et là-dessus, évidemment, vient s'incrémenter les intérêts de mettre en place quelque chose qu'il y a encore 10 ans, certains nous disaient qu'on était des complotistes, mais force est de constater qu'aujourd'hui, on est en train de voir les piliers se mettre en place, celle de l'identité numérique. Et du fait de cette identité numérique, eh bien avoir le contrôle absolu, je dis bien absolu, sur vous. C'est ce que je vous avais déjà expliqué dans une précédente vidéo, que je vous mettrai là, ici, si j'arrive à remettre la main dessus. Parce que j'ai fait tellement de vidéos et tellement de sujets que des fois c'est un peu compliqué pour retrouver ce que j'ai pu dire. Et donc, oui, ceux qui disent aujourd'hui que la pandémie n'est qu'une façade, n'est qu'une façade qui sert aujourd'hui des intérêts à certains pays, voire certaines organisations, à vouloir accélérer un plan qui était prévu depuis maintenant de nombreuses années, pour ne pas dire décennies. Force est de constater qu'en effet, que voit-on dans les coulisses? Dans les coulisses, on voit aujourd'hui des bras de fer entre des consortiums, entre des multinationales, pour avoir des brevets, pour avoir des exclusivités, pour avoir des projets, pour avoir des subventions, pour mettre en place des projets. Tous liés. Numérisation, identification, centralisation des données, simplification des données, dématérialisation de certains protocoles, de certains principes, de certaines valeurs. Et finalement, faire de la globalisation numérique. Vous comprenez là les enjeux? Parce qu'évidemment, on ne va pas faire ici comme aux États-Unis, où le problème c'est que chaque État a la liberté d'utiliser, de travailler, de signer des contrats avec des entreprises. Mais du coup, le problème c'est que en matière de compatibilité, en matière de simplification, etc., on est complètement à côté de la plaque parce que
comme je vous avais expliqué, pour les élections présidentielles, chaque État a le droit de travailler avec la société qu'il veut pour le vote numérique. Donc ce qui fait que, en effet, vous avez peut-être une société majoritairement qui travaille beaucoup d'États, mais il y a certains États, voire même des comtés, qui ont signé des contrats avec des sociétés qui parfois ont des outils incompatibles. C'est-à-dire que finalement, il faut ressortir quand même les résultats papier ou les résultats dans des formats numériques qui soient ensuite transférés, réétudiés, réinsérés, ressaisis, etc. C'est un bordel monstre. Mais imaginez une société qui tire le profit de la normalisation, de la standardisation, mais c'est tout bénef. Regardez aujourd'hui Microsoft. Microsoft aujourd'hui est incontournable, car quasiment tout le monde utilise Windows. Même si certains utilisent Unix, même si certains utilisent Apple, l'OS. Mais globalement, beaucoup de gens utilisent Windows. Les voitures électriques. Les voitures électriques, c'est pareil. On veut ouvrir un marché à la concurrence, mais vous comprenez bien que c'est un marché énorme. Donc si aujourd'hui Tesla est une des sociétés les mieux cotées en bourse, c'est pas pour ses résultats. Combien de voitures ils vendent par an? C'est peanuts. Mais parce que c'est un leader sur le marché de la voiture électrique. Et que par conséquent, il a déjà ses piliers, il a déjà ses bases, il a déjà ses fondamentaux pour développer le marché à l'échelle internationale. C'est tout juste ça. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur du jugement de valeur concrète, matérielle, financière. On est sur du support, de présence, de positionnement, de communication, etc., pour déterminer la valeur. Bon, évidemment, quand Tesla se prend des déficits sur certains secteurs ou a des rapports de bagnoles qui prennent feu, c'est jamais très bon. Mais à la rigueur, ils arrivent à assimiler, ils arrivent à compenser. Parce qu'aujourd'hui, ils sont quasiment les seuls sur le marché. Il n'y a pas de concurrent qui a les reins suffisamment solides pour sauter sur l'occasion, pour faire concurrence à Tesla. Donc tout ça pour revenir au fait que derrière cette pandémie, on le sait, il y a des marchés qui vont naître. Il y a des marchés qui vont être développés et sur lesquels certains vont évidemment vouloir s'enrichir. Mais s'enrichir au détriment de quoi? Au détriment des fondamentaux qui faisaient le blocage, qui empêchaient justement à ces multinationales, à ces super hyper riches, de toujours devenir plus riches et de posséder toujours plus. Parce qu'à un moment donné, ils sont bloqués. Ils sont bloqués par les institutions, ils sont bloqués par les monopoles, ils sont bloqués par les réglementations, ils sont bloqués par les impératifs de ne pas céder, de ne pas ouvrir certains secteurs au marché de la concurrence. Même si depuis maintenant 30 ans, l'Union européenne a quand même bien réussi à imposer ce principe à un grand nombre de pays. Mais il y a toujours un pays qui fait résistance, c'est la France. Donc vous comprenez que la France, aujourd'hui, de tous les pays européens, de tout le globalisme et de tous les mondialistes, la France est un objectif principal, prioritaire. Tout va s'abattre sur la France. Il faut la mettre à terre, il faut la descendre, il faut détruire son modèle. Détruisez le modèle français et ça va être une mine d'or de marché à conquérir. Donc à partir du moment où vous comprenez ça, vous comprenez toute la logique du gouvernement et de Macron. Et que dis-je de Sarkozy, de Hollande, de Macron et de son successeur? Parce que, qu'on se le dise, je veux bien que vous votiez pour Le Pen, Zemmour, Pécresse, Mélenchon, etc. Mais s'ils existent aujourd'hui, ils existent parce qu'ils sont adoubés. Ils existent parce qu'on les autorise à exister dans le paysage politique, à condition qu'à un moment donné, sur certains points, ils acquiescent l'issue.
Donc quand vous avez les Le Pen, les Zemmour qu'on traite de fascistes, d'extrême droite, de nationalistes, de souverainistes, de tout ce que vous voulez, foutaise. Foutaise parce que même si, localement, en effet, à l'échelle nationale, peut-être qu'ils rétabliront une souveraineté, peut-être qu'ils feront en sorte de redonner une souveraineté monétaire, peut-être qu'ils feront la chasse aux délinquants, à l'insécurité, peut-être qu'ils limiteront l'immigration. D'ailleurs, j'ai envie de dire, que ce soit Zemmour ou Le Pen, ou même Pécresse ou Macron, j'ai envie de dire à nos amis musulmans, soyez prudents, parce que, évidemment, le jour où ça va déraper sévère, vous êtes les premiers sur la liste. Je suis désolé de vous dire ça, mais c'est une réalité. Si un tant soit peu vous savez réfléchir, vous savez analyser un petit peu la situation de la société française, vous savez que beaucoup de Français aujourd'hui, et ce n'est pas une question de racisme, mais considèrent que votre communauté a une responsabilité sur le fait qu'aujourd'hui, certains problèmes sont inhérents à des individus musulmans ou s'autoproclamant musulmans. Récemment, nous avons vu Maître Gims nous sortir un truc complètement délirant. Comme d'ailleurs un certain nombre d'artistes, de célébrités, qui s'autoproclament musulmans ou qui veulent protéger les musulmans contre le racisme, etc., ont eux-mêmes des comportements qui ne sont pas du tout exemplaires. Mais encore une fois, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure avec ces individus qui s'octroient la liberté absolue de faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent, sous prétexte parce qu'ils sont libres. Donc, je pense que nous progressons vers quelque chose où le moindre détail va être important. Nous progressons vers une époque difficile, compliquée, mais comme toute chose compliquée, il y a des gens, qui vont vouloir les simplifier. Les simplifier parce que dans la chose compliquée, il y a un moment donné où des gens vont comprendre certains rouages, certains mécanismes. Et ça, évidemment, le système ne veut pas qu'une partie du peuple comprenne ces rouages. Je pense que la plupart d'entre vous les ont compris, les rouages. Et peut-être comme beaucoup de gens, vous êtes en face de quelque chose qui est un phénomène tout à fait naturel, tout à fait intrinsèque à la nature humaine, c'est la peur. La peur de l'inconnu. La peur de ne pas savoir vers quoi on va. Qu'est-ce qu'il va devenir de notre pays? Qu'est-ce qu'il va devenir de notre pouvoir? Qu'est-ce qu'il va devenir de notre République? Et par conséquent de nos libertés, de nos droits fondamentaux, de notre culture. L'inconnu. Finalement, vous voyez, vous rejoignez un petit peu les Américains. Ces Américains qui détestent le hasard, qui détestent la coïncidence, qui détestent l'inconnu, qui détestent avoir des questions sans réponse. Finalement, c'est peut-être une partie justement de l'américanisation de l'Europe. En effet, des esprits plus cartésiens, eux, vont être capables d'avoir le courage d'affronter l'avenir, d'affronter l'inconnu. Parce qu'ils ont la capacité, parce qu'ils ont la possibilité de s'adapter, ils ont la possibilité d'improviser, ils ont la possibilité à un moment donné de comprendre et d'avoir une maîtrise des rouages et de pouvoir trouver leur voie, de trouver intrinsèquement leur capacité en eux-mêmes, de pouvoir trouver leur place dans la société et de savoir faire les bons choix. En faisant parfois des mauvais choix, mais en règle générale, ils savent toujours prendre les bons choix. Par contre, les autres, ce qu'on appelle les bas de plafond, ce qu'on appelle les idiots utiles, ce qu'on appelle les boulga, les bisounours, ceux-là, ils vont devenir dangereux parce qu'ils vont faire n'importe quoi. Parce que par panique, par terreur, ils sont capables de faire des choses complètement incompréhensibles, d'aller dans des voies complètement incohérentes. Et c'est ces gens-là qui risquent d'être dangereux. Parce que c'est sur ces gens-là que l'autorité, ceux qui ont le pouvoir, ceux qui ont les commandes, vont se reposer pour dire « Regardez le chaos, regardez l'anarchie. Nous vous proposons de nous donner la possibilité de suspendre vos libertés pour que nous puissions remettre de la loi et de l'ordre, de la sécurité, de rétablir la force de l'État,
entre autres guillemets, la dictature. Mais évidemment pas une dictature comme on l'entend dans l'inconscient collectif, dans tous ces exemples du nazisme, du fascisme italien, du stalinisme, de Pinochet à Franco, de Pol Pot, ou même à la Chine, Poutine si vous voulez. Non, c'est une dictature idéologique qui va se glisser dans le manteau de la démocratie. La démocratie existera toujours, vous aurez toujours des droits de vote. Enfin, si vous êtes vacciné, si vous avez votre passe vaccinal, si vous êtes de bons citoyens, si vous avez un bon crédit social à la chinoise. Si vous avez trop de malus, évidemment, c'est que vous êtes un mauvais citoyen et dans ce cas-là, vous verrez des accès à des droits être suspendus, temporairement, jusqu'à temps que vous prouviez par vos actes que vous avez changé, que vous avez compris la leçon, et que finalement, au bout d'un moment, vous faites disparaître votre malus, vous redevenez positif, et vous recouvrez vos droits fondamentaux. Sauf que, évidemment, là, on n'est plus du tout dans la Constitution et son préambule, qui est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc, fatalement, au bout d'un moment, les droits de l'homme et du citoyen va finir à la poubelle. Ou elle finira par la poubelle, par des amendements, par des lois qui permettront de déroger à ces fondamentaux constitutionnels, permettant de donner des droits à l'autorité, un président, un gouvernement, des ministres, des ministères, des communautés, des commissions, ce que vous voulez, de se passer du respect de ces droits pour vous cibler comme étant des mauvais citoyens. Et de ce fait, de vous retirer un certain nombre, ou de suspendre un certain nombre de vos droits. Que la Constitution vous lègue de droits de par la naissance, de par votre citoyenneté. Et force est de constater que ce que Castex nous a dit à l'Assemblée nationale, c'est exactement ça. L'Assemblée nationale vient de voter un texte de loi qui donnera des pouvoirs à des gens de décider, de juger si tel ou tel citoyen a le droit de bénéficier encore de ses droits fondamentaux ou non. Alors pour l'instant, c'est sur l'argument du pass vaccinal, sur l'argument de la vaccination, mais demain, ça pourra tout à fait être autre chose. Un propos, un acte, une décision, une opinion pourra faire l'objet d'une considération sur votre niveau de bonne citoyenneté ou non. Voilà les amis, la porte est ouverte. Donc ne soyez pas surpris si l'année 2022, on va voir s'embrancher un certain nombre de sociétés, d'entreprises qui vont finir par mettre la main sur des monopoles, sur des règles, sur des fondamentaux, etc. Et d'ailleurs, vous n'en serez même pas informé. Souvenez-vous de la vidéo que j'avais faite sur Palantir. Combien de Français connaissent l'existence de cette société? Combien de Français savent que cette société est un pont entre ce que nos agences de renseignement peuvent collecter et donner à cette société des traitements de données, etc., mais qui, par le fait que c'est une société américaine, ces données, ces informations vont directement à la NSA. Donc il n'y a plus de secret. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Américains savent exactement sur quoi nous traitons, sur quoi nous collectons des informations et des données, sur quoi nous enquêtons en matière d'espionnage, de contre-espionnage, etc. Voilà. C'est pas beau tout ça. Pour la vidéo sur les ovnis, j'y travaille. Ça va être il va falloir que je trouve le temps de le faire parce que ça va être quelque chose d'assez long. Et d'ailleurs, la preuve, regardez, j'ai ressorti mes vieilles documentations que j'avais déjà collectées à l'époque pour me rafraîchir un petit peu la mémoire sur les choses. Mais d'ici là, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Écoutez, que puis-je vous dire d'autre? Bon courage, et puis joyeux booster, pour ceux qui sont évidemment déjà vaccinés. Pour les autres, pour vous qui êtes non vaccinés,
Je compatis tout à fait à votre douleur, mais encore une fois, je vous le dis, après c'est une question de choix que vous oblige à assumer contre votre gré, je dis bien contre votre gré, mais qu'à un moment donné, forcément, le choix va s'imposer à vous, c'est soit d'accepter finalement de rentrer dans le rang, ou soit de devenir un dissident, un résistant, qui plus est. Mais dans ce cas-là, ça va demander évidemment que vous commenciez à réfléchir, comment vous organiser, etc. D'une manière générale, j'ai envie de vous dire, si vous voulez rester non vacciné, quittez les grandes villes. Ça, à mon avis, là vous n'avez pas le choix. Vous serez certainement beaucoup plus tranquille dans des petits villages, dans des petits villages, des petits villages qui sont moins équipés, avec des petits centres commerciaux, etc., dans lesquels il y a encore peut-être un petit peu d'esprit de solidarité. Parce que je sais qu'il y a certains déjà qui ont monté des associations pour permettre à des gens qui ne sont pas vaccinés, qui ne peuvent pas aller dans les centres commerciaux, etc., de pouvoir leur acheter leur alimentation, etc., et de façon bénévole. Ne pas faire comme certains centres commerciaux qui, eux, ont vu en une manne évidemment commerciale intéressante de vous proposer la livraison à domicile, moyennant évidemment, c'est un peu plus cher. Sauf que, évidemment, un retraité qui touche que 800 ou 900 euros net par mois de pension, il n'a pas forcément les moyens de se payer la livraison à domicile. Voilà, ça c'était une petite réflexion de fin de vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.